Bonjour tout le monde. Alors, cette interview fait suite à notre dernière publication sur Instagram sur le crowdfunding immobilier. On est en présence de Baltis, notre partenaire pour la publication et pour l'interview. Je suis avec le CEO de Baltis, donc Alexandre Toussaint. Dans cette interview, 3 parties. La première partie, on va parler un peu du parcours d'Alexandre. On va parler aussi de son entreprise, Baltis, plateforme de crowdfunding immobilier 100% en ligne. Dans une deuxième partie, on parlera plus des effets du contexte, soit de la guerre en Ukraine ou du coronavirus, sur le marché général du crowdfunding immobilier. Et dans une dernière partie, on abordera le parcours d'Alexandre qui, vous allez le voir, est très inspirant. Donc Alexandre, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter à notre communauté ? Ouais, bah écoute, merci pour l'invitation déjà. Je suis ravi de faire cet exercice pour ta communauté. Donc Alexandre, moi j'ai 35 ans. Je suis originaire de Lille. Donc je passe ma vie entre Paris et Lille. J'ai monté Baltis il y a 6 ans. Donc avant ça, j'ai plutôt fait des études dans l'immobilier et la gestion de patrimoine. Et puis un jour, j'ai eu une idée et je suis devenu entrepreneur un petit peu naturellement. Qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Alors j'ai passé mon bac à Paris. Ensuite, je suis parti à la Sorbonne où j'ai fait un master éco-gestion, c'est classique. Et j'ai fini en dernière année avec un master spécialisé en gestion de patrimoine et immobilier. Donc c'était un double diplôme. Et ça me paraissait important parce que je trouve que l'immobilier est très vite lié à la finance, à la fiscalité, etc. Et d'avoir une double formation, gestion de patrimoine et immobilier. Et je me sers vraiment des deux maintenant au quotidien. Ok. Et comment t'es venue l'idée de créer une entreprise de crowdfunding immobilier ? Ouais, j'ai commencé tout de suite après mes études à bosser dans une foncière qui s'appelle Foncière Magellan, Ouais. qui est spécialisée dans l'immobilier tertiaire. J'ai ouvert le département Paris-Île-de-France. Et au bout de quelques jours, même quelques semaines, on va dire, j'ai réalisé que pour être client chez eux, il fallait avoir 150 000 euros. À l'époque, je n'avais pas 150 000 euros à investir. Et je me suis vite rendu compte aussi autour de moi qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas 150 000 euros et qui avaient peut-être 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros à investir. Et un soir, je dînais avec un de mes bons amis qui a monté le site de cagnotte, le pot commun. Ok. Et c'est là où j'ai l'idée de faire un peu un pot commun de l'immobilier, en me disant si chacun met un petit peu d'argent dans un pot, on pourra acheter de l'immobilier ensuite, se partager les loyers, se partager la plus-value quand on revendra. Et c'est parti assez vite. Au bout de 2-3 jours, j'ai démissionné et j'ai monté Baltis Ok. avec l'ambition d'en faire une plateforme pot commun immobilier pour les particuliers en ligne à partir de 1 000 euros. Donc c'était le tout début du crowdfunding immobilier, c'est ça ? C'était tout début, parce que ça c'était fin 2015, début 2016. Ouais. Donc le crowdfunding existait beaucoup aux États-Unis. Commençait à arriver en Grande-Bretagne, mais en France, en Allemagne, en Belgique, c'était quand même très très peu démocratisé. Et donc quand j'ai regardé comment faire pour faire ce pot commun de l'immobilier, je suis tombé sur le crowdfunding aux États-Unis. Et je me suis dit que j'allais un peu dupliquer le modèle, parce que autant dupliquer ce qui marche. Et comme on sait que les États-Unis ont souvent quelques années d'avance sur pas mal de concepts, je me suis dit que ça allait forcément arriver en France un jour. Donc j'ai lancé ça tout seul en début 2016, en bricolant un petit peu un site de mon côté, un site WordPress que je faisais. Le premier investissement qu'on a fait, c'était une poissonnerie à Lille, où j'ai appelé toute ma famille, mes amis, les copains des copains. Ça a pris 3 mois pour collecter l'opération, mais c'était la première, puis j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Et après ça s'est structuré un petit peu dans le temps, avec un agrément AMF. Après, j'ai commencé à recruter, et ainsi de suite. Donc maintenant, on a fait une centaine d'opérations, mais j'ai plutôt eu l'envie de faire un petit peu artisanal au début pour bien maîtriser comment on fait, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est compliqué. Le faire tout seul, sans lever de fonds, pour me dire je prends mon temps pour bien le faire. Et quand ça marchera, j'irai accélérer, mais j'aurai déjà les outils et je saurai comment faire. Et pourquoi Baltis alors ? Alors Baltis, c'était très compliqué à trouver comme nom. Je pense que c'est l'étape limite la plus dure quand tu montes une boîte, c'est de trouver un nom bien et surtout qui est dispo. Moi, je voulais une connotation féminine sur Baltis, parce que je trouve que le côté féminin est aussi rassurant quand on parle d'argent, quand on parle d'investissement. Et j'aimais bien que ce soit aussi rattaché à une personne. Et du coup, je cherchais dans tout ce qui est mythologie grecque, latine, etc., un personnage. Et je suis tombé sur la déesse Baltis, donc qui s'écrit Baaltis. Ok. Donc, on a mis E que un A pour que ça soit plus simple. Et c'était une déesse qui protégeait la ville. Et la racine Bal, ça veut dire posséder. Donc ça veut dire voilà, on peut investir dans sa ville pour protéger sa ville aussi. Donc investir dans le patrimoine immobilier français à travers une déesse qui protège ses investissements. Je crois que ça a été un peu plus recherché que Hawk Invest. Après, si c'est dispo et que ça marche, les gens retiennent, c'est le principal. Mais c'est vrai que c'est assez dur ensuite de trouver un nom de domaine aussi qui est disponible en .com, c'est quand même un peu mieux. Ça a été un peu compliqué, mais je l'ai fait en mode participatif. C'est-à-dire que j'avais demandé à toute ma communauté des idées de noms pour m'aider, parce que je trouvais pas au début. Je passais des nuits blanches à faire des jeux de mots, à ouvrir le dictionnaire un peu au hasard et essayer de trouver des mots. Et puis en fait, on a fait un petit jeu avec une bouteille de champagne à gagner. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé le nom Baltis. Ouais. Ok, super. Et donc pour les plus novices de
des gens qui regardent cette vidéo. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu grossièrement ce qu'est le crowdfunding immobilier? Le crowdfunding, donc c'est un mot qui est anglais. Crowdfunding, donc le crowd c'est la foule, funding c'est l'investissement, donc c'est l'investissement par la foule. Donc ça a été très connu je crois en 2010 avec My Major Company qui finançait des artistes, des chanteurs, etc. Donc ça c'était du don, on donnait de l'argent à une œuvre. Ensuite il y a eu du prêt, donc ça veut dire qu'on prêtait avec un retour. Ensuite il y a eu de l'equity, donc on rentrait au capital d'entreprise. Et ensuite un peu plus tardivement il y a le crowdfunding immobilier qui est arrivé. Ouais. Et donc derrière ça il y a plusieurs choses. Le premier c'est que ça a quand même une dimension digitale, tout se passe en ligne. Il y a une plateforme sur laquelle on s'inscrit, on souscrit, il y a des projets, on suit les actualités. Et ensuite, dans l'investissement, on prête de l'argent à des professionnels de l'immobilier, qui sont principalement des promoteurs et des marchands de biens, qui ont besoin de fonds propres pour faire leur projet. Ouais. Et à la fin du projet, ils nous remboursent. Et le projet, ça peut être construire un immeuble, ça peut être rénover un appartement, ça peut être réhabiliter, restructurer ou faire du portage foncier. Donc c'est plutôt des périodes assez courtes. Donc on prête aux promoteurs aux côtés des banques, et dès que le projet est fini, ils nous remboursent plus intérêt. Période assez courte, c'est... Période assez courte, alors si c'est du marchand de biens, Ouais. c'est plutôt entre 6 mois et 18 mois. Ok. Parce qu'en fait, il achète l'appartement, il le rénove et il le revend. Donc c'est 1 an et demi. Quand c'est de la construction, donc ce qui est un peu plus long, c'est plutôt entre 24 et 36 mois. Le temps d'acheter le terrain, de construire l'immeuble et ensuite de le revendre. D'accord. Donc ça oscille entre 6 et 36 mois au total. Ok. Sachant que la durée moyenne chez nous, chez Baltis, c'est 14 mois. Donc c'est un petit peu moins d'1 an et demi. C'est assez court. Donc c'est quand même très court, surtout dans le paysage de l'investissement. Immobilier bien sûr, mais aussi financier, où c'est rare d'avoir des cycles courts. Ouais. Et quand on a fait un sondage auprès de nos investisseurs, c'était la raison numéro 1. La motivation numéro 1 d'investissement, c'est la durée d'investissement qui est très courte. Ok. Et à quel moment du projet immobilier vous intervenez? Alors on intervient plutôt à la fin du projet. Ouais. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un marchand de biens, il trouve l'appartement acheté, il signe la promesse, il va voir sa banque, le projet on va dire qu'il coûte 100, il va voir sa banque qui lui dit moi je te prête 80, donc lui doit apporter 20. Et quand juste avant de l'acquisition, il vient nous voir en disant voilà, j'ai besoin de 20 ou de 18 ou de 19. Donc on lui lance la collecte, on lui envoie les 18, 19 ou 20, Ouais. et ensuite il achète. Il fait ses travaux, et après ça, il nous rembourse. Donc normalement, on est assez dérisqué parce que l'actif est sous promesse. La banque a déjà validé. Souvent, il a déjà des devis travaux avec des entrepreneurs pour aller vite. Et potentiellement, il sait déjà qui va revendre une fois que les travaux seront finis. Donc on essaie d'éliminer tous les risques administratifs, les risques travaux, en arrivant le plus tardivement possible dans l'opération pour limiter les risques. Combien de projets vous avez financés cette année, l'année dernière? Alors depuis 2016, on en a fait une centaine. Ok. Depuis 2 ans, on essaie d'avoir un rythme de 1 par semaine. Ok. Donc une cinquantaine par an maintenant. Et c'est à peu près combien de montants à chaque fois? Et sur le montant des financements, donc des collectes, ça va entre... Alors la plus petite qu'on ait faite, c'est 75 000 euros. Ouais. Qui était une petite collecte, c'était une opération de marchand de biens à Paris, un petit projet. La plus grosse qu'on ait faite, c'est 2 millions d'euros. Une opération de marchand de biens sur un campus étudiant près de Rennes. Ouais. Et la moyenne est à 600 000 euros de collecte. Ok. Et sachant que 600 000 euros, donc il y a un ticket d'entrée de 1 000 euros, il y a un ticket moyen de 3, 4, 5 000 euros. Donc ça fait à chaque fois une centaine d'investisseurs par projet. D'accord. Donc majoritairement des investisseurs particuliers ou... Ouais, c'est 90% de particuliers. Ok. On travaille avec quelques cabinets de gestion de patrimoine qui nous apportent des investisseurs un peu plus patrimoniaux, donc qui mettent des tickets un peu plus élevés. Et ensuite, on a quelques investisseurs qu'on dit professionnels ou institutionnels qui ont une grosse capacité d'investissement, mais qui représentent 3-4 partenaires. Ok. Et vous êtes régulé par l'AMF, c'est ça? Et alors c'est comme souvent, on est un marché qui est réglementé par l'AMF. Depuis 2014, l'agrément est sorti, donc c'est l'agrément CIP, conseiller en investissement participatif, qui encadre le marché, qui nous permet de faire ce qu'on appelle de l'appel public à l'épargne en ligne. Cet agrément-là, on l'a obtenu nous en 2019. Il est évidemment obligatoire maintenant pour exercer, et il apporte une grande sécurité aussi aux investisseurs. On passe par des plateformes qui sont réglementées avec des procédures, des process pour investir. Donc tu me parlais de l'agrément de l'AMF. Est-ce qu'il est venu après l'apparition des premières plateformes de crowdfunding immobilier, ou est-ce qu'il est venu en amont et qu'après toutes ces plateformes se sont développées? Comme souvent avec l'AMF, il y a souvent un modèle qui se crée et ensuite qui est régulé. Forcément, l'AMF, pour réguler, elle a besoin de bien comprendre le positionnement, les acteurs, le fonctionnement, la structuration des opérations. Donc elle regarde comment le marché évolue un petit peu et ensuite elle fixe un cadre. Donc au départ, pendant un an ou deux, il n'y avait pas d'agrément officiel pour le crowdfunding. Ouais. Ensuite, l'AMF a dit voilà, maintenant l'agrément c'est ça, il faut l'avoir. Et du coup, tout le monde a déposé l'agrément et puis on est beaucoup à l'avoir eu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit souvent comme une contrainte parce que c'est très lourd pour les plateformes. C'est aussi assez lourd pour les investisseurs parce qu'il y a toute la partie KYC, donc connaissance client,
où quand on s'inscrit, il y a beaucoup de questions sur l'identité, le patrimoine, l'expérience, la notion de risque, les pièces d'identité, etc. Mais il faut toujours avoir en tête que c'est pour protéger l'épargnant et protéger l'investisseur que l'AMF encadre ces activités-là. Donc c'est un peu un mal nécessaire, mais nous on est très contents d'être encadrés par l'AMF parce que du coup on a des process qui sont clairs, on a des procédures qui sont publiques. On sait que l'investisseur, alors ça va pas agréer une opération, mais ça agrée à l'opérateur. Donc si nous on est agréé, on respecte quand même beaucoup de procédures. Et ensuite l'investisseur sait qu'en investissant chez nous, l'argent il est stocké en France, on est indépendant. Enfin il y a pas mal de choses qui fait que l'investisseur est rassuré sur les gérants qui sont agréés. Ouais, ok. Donc, Et par rapport aux autres pays européens, est-ce que la France était en avance sur ces agréments ou est-ce qu'on était un peu à la traîne? On était un petit peu à la traîne, voire Ouais. beaucoup au départ, mais on a vraiment largement rattrapé le retard. D'accord. En 2014, donc il y a presque 10 ans que l'agrément est sorti. C'était vraiment les États-Unis, puis l'Angleterre et ensuite la France qui est arrivée. Et aujourd'hui, l'AMF travaille sur un agrément européen, donc pour tous les pays de l'Union européenne. Et ils se sont rendus compte qu'en termes d'avancée, ils étaient beaucoup plus rapides que tous les autres pays de l'Union européenne. On a beaucoup plus d'avance maintenant, ça a été beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide sur le développement. Donc l'AMF français, au sein de l'AMF européen, a pris un peu le lead sur les discussions au niveau de l'agrément. Bon, et là, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on parle d'un actif d'investissement. Ça serait bien, je pense, qu'on parle du rendement, qui est quand même un des points forts du crowdfunding immobilier. Est-ce que tu peux nous donner un peu le rendement moyen du marché et celui de Baltis? Ouais. Alors effectivement, le crowdfunding immobilier est aussi connu pour ses rendements qui sont assez élevés. Sur 2022, la moyenne, c'est 9,4. Ok. Donc c'est 9,4% net de frais avant impôt. Ouais. Donc c'est ce qu'on verse nous aux investisseurs. Après, en fonction de la fiscalité de chacun, il y a des impôts. Mais en tout cas, on verse en gros 9,5 de rendement. On n'est pas à la flat tax de 30%. C'est ça. Ouais. Donc on va dire si on part sur du 10% pour faire plus simple, Ouais. parce qu'à mon avis, ça va tendre vers 10% et la moyenne sera 10% en 2023. Donc si on verse du 10% et à la flat tax qui est de 30%, donc l'investisseur il a de 7% net d'impôt. Donc c'est quand même largement le SCPI, quoi. Bah, aujourd'hui, c'était déjà très élevé au départ. Maintenant que l'inflation est passée à 5 et puis à 6, on reste quand même bien supérieur à l'inflation, donc ça continue à être très intéressant. Et chez Baltis, notre moyenne elle est à 9,8, donc elle est un peu supérieure à la moyenne des plateformes françaises. Et elle va commencer à dépasser les 10% de moyenne dans les prochains mois, où maintenant tous les projets seront à 10% minimum, certains même à 10,5 et d'autres à 11. D'accord. Donc ça reste un rendement très attractif, évidemment avec des risques, parce qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ça, j'allais le dire. Tout investissement, il y a des risques. Mais en tout cas, en rendement constaté 2022, on est à 9,5, on va dire, sur le marché français. Et donc, pour tous les gens qui s'interrogent sur la nature des rendements aussi élevés, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on observe des rendements d'environ 10%? Ouais. Alors, donc ça, c'est nous qui fixons les rendements. Donc, ça veut dire que l'opérateur, le marchand de biens qui vient nous voir en disant « j'ai besoin de 200 000, 300 000 ou 1 million d'euros pour un projet », il se finance sur une grande partie avec la banque. Donc, à l'époque, à 1, 1,5%, maintenant à 2, voire 3, voire 4. Et ensuite, soit il met ses fonds propres dans l'opération, soit il vient emprunter encore une fois, donc faire une deuxième ligne de financement avec nous. Et nous, on estime que le risque, c'est d'avoir du 8, du 9, du 10 ou du 11%. Et parfois, quand il y a des projets un peu plus risqués, ça peut être du 12 ou du 13. Sur certaines plateformes, ça va au-delà de 12. Donc, c'est nous qui fixons la rémunération. Donc, c'est de gré à gré. Et c'est contractuel. Donc, c'est-à-dire qu'on signe un contrat disant que c'est 10% pendant 18 mois. Donc ça, c'est fixé entre les investisseurs et la plateforme et l'opérateur. C'est dû à la marge qu'ont les opérateurs, mais du coup, ça représente un coût minime sur l'ensemble de l'opération. Je crois, j'ai vu, c'était entre 1 et 3%. Donc c'est supportable. Bah en fait, effectivement, tu as raison, c'est 10% sur le papier, c'est beaucoup, c'est cher. Mais effectivement, c'est 10% sur une petite quote-part du projet. Et plutôt à la fin du projet. Donc rapporter à l'échelle du projet, sur la durée du projet, effectivement, on doit être à peut-être moins de 5% effectivement du coût total. Et l'opérateur, lui, ça lui permet. Alors oui, il a sa marge qui baisse un peu parce qu'on coûte cher, mais au lieu de faire 5 projets par an, grâce à nous, il peut en faire 10. Donc il y a un effet de levier business qui fait qu'il fait plus de projets. C'est tout l'intérêt. Ok, super. Et donc, je suis là, je regarde la vidéo, je vois que les rendements m'intéressent, je suis intéressé par l'immobilier, mais j'ai pas forcément envie d'investir, d'acheter en propre. Donc, la solution me plaît. Comment on peut rejoindre la plateforme? Alors les motivations, ça peut être, c'est pas forcément. C'est assez complémentaire avec les autres investissements immobiliers. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup d'investisseurs qui font de la SCPI, qui font du locatif, qui achètent leur résidence principale, etc. Et il y en a beaucoup qui investissent aussi en attendant. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des projets d'investissement locatif dans 6 mois ou 1 an ou 2 ans, le temps de trouver l'appartement, etc. Mais qui, en attendant, au lieu de laisser l'argent sur
sur un compte chèque, enfin un compte perso, c'est de l'investir pour le dynamiser un petit peu. Si on a des projets parfois qui sont sur 6 mois, donc on sait qu'on ne va pas acheter sa rente principale dans les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois. Donc en attendant, on peut investir sur du court terme. Donc c'est souvent en attente d'investir, de monter sa boîte, de se marier, de faire un voyage, de faire des travaux chez soi. Donc ça peut être en attendant, comme c'est très court. Et ensuite, pour rejoindre, c'est assez simple parce que c'est 100% digital. Ok. Donc on va sur baltis.com, on fait s'inscrire. On répond effectivement à pas mal de questions parce que ça, c'est imposé par l'AMF. Mais nous, on a besoin de bien connaître les investisseurs et avoir la connaissance qu'ils ont aussi, eux, conscience des risques. Donc c'est nom, prénom et une vingtaine de questions. Ils mettent leur pièce d'identité et justificatif de domicile. Ensuite, quelques heures après, le compte est validé. Et à partir du moment où le compte est validé, ils ont accès à tous les projets. Et là, ils peuvent décider d'investir sur le projet. Et puis, dès que le projet ouvre, ils signent, ils payent. Donc à partir de 1 000 €, c'est ça? Et à partir de 1 000 €. Oui, C'est à partir de 1 000 €. Après, c'est des tranches de 1 €. Ok. Et il n'y a pas de limite par projet. Ok. Et au niveau des frais, qui supportent les frais, est-ce que moi, par exemple, si je m'inscris, j'ai des frais à payer ou... Alors, c'est aussi une des particularités du crowdfunding immobilier, c'est qu'il n'y a pas de frais pour l'investisseur. Pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion et pas de frais de sortie. Donc, c'est-à-dire que si tu mets 1 000 aujourd'hui à 10% sur un projet qui dure 1 an, bah, tu mets 1 000 aujourd'hui, tu récupères 1 100 demain, quoi. D'accord. 1 700, enfin 1 110 avec les impôts, mais en tout cas, tu n'as pas de frais. Et c'est l'opérateur, donc le promoteur immobilier marchand de biens, qui lui nous rémunère. Ok. Donc c'est aussi important de se dire, voilà, il n'y a pas de frais du tout, pas de frais cachés non plus. Il n'y a pas de frais à la sortie non plus. C'est 100% pris en charge par le promoteur. Du coup, tu m'as dit que la plateforme sortait des opérations une fois par semaine. Comment ça se passe? On a la présentation du projet Ouais, directement? on va dire qu'entre 4 et 5 jours avant l'ouverture, Ouais. on met le projet en ligne. On envoie un mail à tout le monde en disant lundi à 14 h, il y a tel projet qui ouvre. Donc les investisseurs se connectent, découvrent le projet. Donc là, c'est assez exhaustif, hein, il y a une quarantaine de pages Ok. où on a toutes les infos sur l'opérateur, son track record, ses bilans aussi financiers, l'emplacement, l'immeuble, la promesse, les travaux, le calendrier, les risques. Enfin, vraiment, tout est mis en ligne de manière très transparente. Les investisseurs posent leurs questions s'ils en ont. Et ensuite, ils se connectent le lundi à 14 h et il y a un bouton souscrire qui apparaît et ils souscrivent. Et celui qui a souscrit, est-ce qu'il sera tenu au courant de l'avancée du projet? Comment ça se passe? Tous les trimestres, on fait une actualité sur le projet. Ok. Donc au début, parfois, il n'y a pas grand-chose à dire, mais on essaie toujours de mettre une communication ou de mettre une photo du chantier, par exemple, où on envoie une actualité sur ça y est, l'appartement est vendu, ou ça y est, les travaux sont finis, ou le remboursement aura lieu dans 1 mois. Donc on met des nouvelles régulières sur le site. Ok. Et quand il y a une actualité un peu plus structurante, un peu plus importante, on envoie un mail à tout le monde pour leur dire voilà l'actualité. Ok. Et est-ce que tu aurais un exemple concret d'opération que vous avez financée dernièrement? Que l'auditeur se rende bien compte de comment se passe une opération? On a fait une opération près du Touquet, où c'est un promoteur qui construisait un petit immeuble de 11 logements. Ok. Donc il avait acheté son foncier, il avait obtenu son permis de construire, il avait obtenu l'accord de sa banque. Donc là, il est venu nous voir. On lui a financé, donc les investisseurs, on a mis le projet en ligne, les investisseurs ont souscrit. Et ensuite, tous les trimestres, on envoie des photos du chantier, parce que l'opérateur, lui, il est presque toutes les semaines, voire tous les jours sur le chantier. Ouais. Il nous envoie régulièrement des photos par WhatsApp ou par mail en disant voilà le chantier. Donc nous, on les met en ligne dès qu'on a quelque chose. Comme ça, l'investisseur, dès qu'il veut des nouvelles, il se connecte et puis il va regarder là où ça en est. Ok. Et puis on voit du coup l'immeuble qui se construit. Après, il y a des photos de l'intérieur. Ensuite, il y a des photos aériennes aussi, parfois de temps en temps. On propose aussi à certains investisseurs de venir visiter s'ils veulent, ou s'ils sont dans le coin, autant qu'ils nous préviennent et qu'ils passent voir l'actif ou même faire une visite si le promoteur est là. On aime bien faire le lien, nous, en disant, pour essayer de rendre l'investissement un peu plus concret, évidemment, si vous êtes dans le coin, passez voir le chantier. Donc c'est pour ça qu'on a un ancrage territorial qui est assez fort, où quand on lance un projet à Bordeaux, par exemple, on ouvre souvent les collectes en priorité au Bordelais, et ainsi de suite. Comme ça, parce qu'on trouve que c'est plus sain d'investir dans sa ville, dans son quartier, dans son pâté de maison, et on peut justement passer voir l'actif avant d'investir potentiellement, mais ensuite, pendant la vie du chantier, on peut aussi regarder où ça en est sur les travaux. Ok, super. Et est-ce que j'ai vu que certaines plateformes de crowdfunding investissaient eux-mêmes dans leurs propres opérations? Est-ce que Baltis le fait ou... Ouais, alors ça aussi, c'est encadré par l'AMF. On peut investir un maximum 20% du montant de la collecte. Donc Baltis et ses salariés, maximum 20%. Ok. Dans la plateforme et ses salariés 20%. Nous, on investit systématiquement, mais plutôt des montants quand même assez faibles, parce qu'il y a quand même un rythme de projet assez important. Ouais. Mais on est surtout là, pour compléter les collectes, parce que quand on collecte 500 000 €, il se peut qu'on arrive à 499, 200, donc on met les centaines d'euros qui restent, ou on met 1000, 2000, 3000. Donc en général, on met à peu près 1% dans chacun des projets, mais dans tous les projets.
on est quand même investi dans tous les projets. Ok, d'accord. Donc, on parlait beaucoup de l'aspect particulier, de l'investisseur particulier. Est-ce qu'il y a eu une arrivée massive du coup des institutionnels sur le marché ou comment ça évolue là-dessus ces dernières années? Ouais, au départ, c'était que des particuliers, 100% pour tout le monde. Ensuite, on a eu, je crois, en 2019, l'autorisation, pareil de l'AMF encore une fois, de travailler avec des conseillers en gestion de patrimoine qui ont un agrément CIF, conseiller en investissement financier. Donc là, on a pu commencer à faire des conventions de partenariat et faire investir leurs clients dans nos opérations. Donc ça a été nouveau, ça a été un gros accélérateur évidemment de collecte, d'avoir l'appui des conseillers. Donc là, forcément, les tickets sont plutôt à 10, 20, 50 ou un peu plus. Et ensuite, le marché des institutionnels foncières ou même des assureurs ont commencé à regarder cette classe d'actifs parce qu'en fait, la durée d'investissement étant vraiment très courte et ce qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs, ils ont commencé à regarder le crowdfunding et quand ils ont commencé à investir aussi. Et donc, on a des investisseurs chez nous qui commencent à mettre 500 000 ou 1 million d'euros par projet. Ouais, donc ça peut être rassurant pour l'investisseur individuel. Ok, et les développements de Baltis prévus, est-ce que vous sortez d'autres produits? Est-ce qu'il est possible d'investir dans autre chose avec Baltis? Ouais. Moi, mon ambition, c'est que Baltis devienne une plateforme d'investissement un peu plus généraliste sur laquelle on retrouve plusieurs produits d'investissement. Ok. Donc, on a commencé évidemment avec le crowdfunding immobilier qui sera la locomotive de tous les investissements. On a racheté cet été une autre plateforme de crowdfunding qui s'appelle Proximea, qui avait été créée par Banque Populaire Grand Ouest en 2015 et qui a 3 verticales, le crowdfunding immobilier comme Baltis, le financement de start-up et le financement des ENR, donc tout ce qui est énergie nouvelle, énergie renouvelable. Sauf qu'eux, ils faisaient ça que dans le Grand Ouest. Donc le siège était à Nantes, ils finançaient que des promoteurs dans l'Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, des entrepreneurs de l'Ouest et des produits énergie solaire, éolienne et autres dans l'Ouest. Donc ça, on l'a racheté, pour accélérer notre développement dans l'Ouest et pour se lancer dans le financement de start-up qu'on a relancé du coup en octobre. Sauf que nous, on finance que des start-up qui sont dans l'immobilier. Donc comme ça fait le lien avec ce qu'on sait faire, avec notre expertise. Donc c'est immobilier, c'est construction, c'est rénovation énergétique, c'est transactions, c'est construction. Et donc ça, on rentre au capital de start-up. Donc c'est quand même très différent, c'est plus risqué, mais c'est une aventure un peu plus émotionnelle où on accompagne des entrepreneurs qui lancent leur boîte. Donc ça, c'est une verticale qu'on a lancée il y a quelques mois. Et ce qu'on a lancé il y a un mois, c'est toute la partie un peu plus gestion privée, où on a lancé la commercialisation de SCPI sur notre site. On est en train de construire un contrat d'assurance vie avec le groupe Apicil, qui est un assureur. Et tout ce qui est PER, donc plan d'épargne retraite, qu'on est en train de lancer, qui est dans les cartons. Donc l'idée, c'est d'apporter progressivement des petites briques pour que l'investisseur qui se connecte sur Baltis, il ait un choix un peu plus large de produits d'investissement et il peut tout faire au sein de la plateforme sans se connecter sur plusieurs plateformes avec plusieurs mots de passe et il centralise tout sur Baltis. Ok, super. Et étant un média qui aborde la crypto, on va être obligé de poser cette question, mais est-ce qu'il y a des possibilités pour Baltis de tokeniser ses actifs? Comment ça se passe? Ouais, c'est un sujet que je regarde depuis très longtemps parce que je suis très en recherche permanente et en contact permanent avec tous ces sujets de tokens, d'NFT, de crypto, etc. Depuis longtemps, j'ai beaucoup investi moi dans ces sujets-là. Donc j'essaie toujours de faire un peu le parallèle avec l'immobilier qui pour lui, immobilier, donc immobile, donc qui est pas très liquide, qui est très franco-français aussi. Donc je réfléchis beaucoup à comment le rendre un peu plus tokenisé pour qu'il soit surtout ouvert sur tout le monde entier et surtout beaucoup plus liquide pour que les gens au Japon, en Australie puissent aussi investir en France beaucoup plus facilement. C'est pas forcément très simple encore sur la partie immobilier parce que encore une fois l'AMF a pris le sujet en main il y a plusieurs mois, a commencé à faire pas mal de communication sur le fait de dire attention, n'investissez pas, vérifiez bien où vous investissez parce qu'il y en a qui veulent tokeniser l'immobilier en contournant un peu la réglementation. Donc faut bien choisir sa plateforme. Il y en a quelques-unes qui commencent à être agréées, notamment en France. Donc moi ce que je conseille toujours c'est il faut d'abord le macaron de l'AMF et vérifier que c'est un vrai macaron aussi. Donc là il faut aller sur le site de l'Orias, orias.fr. Vous tapez le nom de la plateforme et vous regardez s'il est vraiment agréé. Et ensuite, la tokenisation, nous, on y réfléchit sur la partie immobilier pour au lieu que ce soit des obligations qui sont émises ou des actions, que ce soit justement des smart contracts qui soient émis pour que ce soit beaucoup plus puissant en termes d'outils et surtout sur le monde entier. Puis ça permettrait aussi d'être plus accessible, peut-être le montant minimum pourrait baisser. Alors ça, aujourd'hui, on pourrait faire 1 euro. Il y a certaines plateformes qui sont à 1 euro, donc c'est possible aujourd'hui. Mais c'est plutôt dans la liquidité que c'est compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, quand un investisseur souscrit chez nous sur 18 mois, il est bloqué pendant 18 mois. Alors qu'avec si un MSM de token ou avec une plateforme de marché secondaire bien organisée, on pourrait revendre du coup ses parts plus facilement. Et c'est tout l'enjeu d'immobilier, mais pas que chez nous. Dans les CPI, c'est pareil. C'est la liquidité qui est toujours un peu compliquée parce qu'il y a des frais, il y a des droits d'enregistrement aussi, donc ça coûte un peu cher. Il faut trouver un acquéreur, donc c'est du gré à gré, donc c'est compliqué. Si on avait tous un système tokenisé, on pourrait du coup faire beaucoup plus de liquidité
mais dans toutes les solutions d'investissement immobilier au sens large. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie où on va plutôt parler de l'impact du coronavirus et de la guerre en Ukraine à travers les pénuries, la hausse des taux, les hausses de prix. Comment ça a impacté le marché du crowdfunding immobilier. Donc, on a vu ces derniers temps une hausse totale des coûts de construction. Est-ce que ça fragilise le secteur comme ça, on l'entend partout dans l'immobilier? Bah forcément, ça a un impact direct sur le marché immobilier au sens large, hein, et du coup indirectement sur le marché du crowdfunding évidemment immobilier. Parce qu'en fait, alors ça impacte le promoteur ou le marchand de biens parce que c'est lui qui rénove. Et si le coût des matières premières est plus élevé, donc c'est sa marge qui réduit. Donc c'est lui qui supporte, on va dire, cette hausse. Et après, il y a deux solutions. Soit il impacte sur le prix, donc il monte un petit peu le prix parce que lui, ça lui a coûté plus cher de rénover, donc il monte un petit peu. Ou alors il baisse un petit peu la qualité des travaux pour rentrer dans son budget. Donc après, là, c'est plutôt l'investisseur direct, du coup, qui est impacté. Et moi, je suis plutôt d'avis de se dire que c'est pas juste l'opérateur ou juste le promoteur qui doit supporter toute cette hausse, parce qu'il y a aussi la hausse, du coup, tu disais la hausse des taux, la hausse des coûts des matières premières, etc. Et là, peut-être la baisse des prix qu'on va voir dans les prochains mois. Donc, s'il vaut mieux le partager entre le promoteur, l'investisseur final et potentiellement les gens qui financent aussi, plateformes, banques et autres. Et à l'inverse, pour la hausse des taux, donc de l'autre côté, est-ce qu'on a vu qu'il y avait un taux de réservation avec un nombre de réservations qui était en chute libre ces derniers mois? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact aussi sur le crowdfunding? Est-ce que ça pourrait ralentir le marché? Ça va ralentir forcément un petit peu le marché parce que c'est le marché global immobilier qui va ralentir aussi un petit peu. Donc nous, on est quand même très lié à tout l'environnement, le contexte tu disais, géopolitique, sanitaire et financier. Donc ça a un impact sur nous. Après, les professionnels qu'on accompagne sont des professionnels de l'immobilier, donc ils savent normalement anticiper ces hausses de matières premières. Donc soit ils se fournissent différemment avec d'autres partenaires, soit ils ont anticipé, ils ont stocké des matières premières à des prix plus bas, et puis maintenant ils les utilisent. Ou soit ils trouvent des alternatives, ils mettent du bois plutôt que du PVC et autres. Donc ils arrivent à être un peu plus créatifs, un peu plus agiles pour rentrer dans leur budget. Mais il va falloir être assez agile, assez créatif et anticiper aussi pour pouvoir, pour les opérateurs, pour qu'ils puissent rentrer dans leur budget. Et du coup, est-ce que vous êtes plus regardant sur les opérations que vous financez? D'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais ça serait bien que tu nous expliques un peu comment Baltis sélectionne les projets, comment ça fonctionne. Nous, on a deux grilles d'analyse. La première, c'est qui fait le projet. Donc, on demande le track record, la présentation, les CV, les opérations qu'ils ont faites, tout leur bilan financier, tout ce qui concerne l'opérateur en lui-même pour savoir est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il a déjà fait, est-ce qu'il a déjà sorti des projets, si oui, combien, depuis combien de temps. Première grille d'analyse. Et ensuite, deuxième grille, c'est sur le projet en lui-même. Donc, où est-ce qu'il est situé? Parce que ça reste de l'immobilier, donc c'est toujours pareil, emplacement, c'est où est-ce qu'il est situé. Ensuite, qu'est-ce qu'il achète? Est-ce qu'il y a un permis de construire qui est obtenu ou pas? Sur les devis de travaux, est-ce qu'ils sont tous signés ou est-ce que c'est que des devis ou des propositions donc pas encore sécurisées, qui peuvent encore augmenter? Est-ce que l'appartement est déjà revendu ou pas? Est-ce que la banque elle a fait une proposition ou une offre, ce qui n'est pas la même chose? Et donc on fait un peu un mix, un mélange de toutes ces données-là. On reprend aussi tous les business plans des professionnels que nous on met dans nos propres tableaux pour vérifier évidemment qu'il n'y a pas de problème dans le tableau, et pour faire des stress cases aussi un peu plus forts en disant voilà, qu'est-ce qui se passe si le projet dure 24 mois le 18, si ça va lui coûter plus cher? Qu'est-ce qui se passe s'il devait vendre 5 000 du mètre, mais en fait il vend 4 000 du mètre? Qu'est-ce qui se passe si le coût des travaux prend 10 ou 15% de hausse encore d'ici la sortie? Et pour voir si sa marge reste positive. Parce que si on stresse tous les scénarios et que sa marge devient négative, dans ce cas-là, on ne finance pas parce qu'on estime que c'est trop risqué. Donc on veut un petit matelas de sécurité. Donc on est très agressif dans nos BP pour voir jusqu'où l'opérateur peut aller sur la baisse de prix ou l'augmentation des travaux et quand même gagner de l'argent au final. Et sur X montant présenté, vous en avez combien à la sortie? Est-ce que tu peux nous donner On reçoit beaucoup de dossiers, on en reçoit, je pense, plus d'un par jour. Et on finance un par semaine. Donc, ça veut dire qu'on en prend peut-être 1 sur 10. On écarte beaucoup de projets où soit l'opérateur ne semble pas assez solide, soit le projet nous semble trop en amont ou trop léger. Et dernier volet aussi, c'est toute la partie garantie. On prend, nous, des garanties, on prend des hypothèques, par exemple, on prend des GAPD, donc des garanties à première demande, des cautions, des nantissements, des fiducies, enfin, on a tout un panel de garanties qu'on prend.
Donc il faut vraiment qu'il y ait un bel opérateur, une bonne opération bien structurée et des garanties assez fortes. Et les garanties sont différentes en fonction des opérations, c'est ça ou... Ouais, ça dépend. Tu vois, quand il y a une banque, on ne peut pas prendre une hypothèque de premier rang, donc on prend une hypothèque de second rang. Ouais. En fonction du montage, on prend des cautions personnes morales ou personnes physiques. On nantit des titres, on a une palette assez large et en fonction, on prend toujours au moins 2 garanties pour se couvrir. Une sur l'opérateur, donc souvent une caution, une garantie à première demande, et une sur le bien immobilier, qui est souvent une hypothèque. Comme ça, s'il y a un problème, on peut venir saisir le bien. Ok. Je pense que ça, c'est très important d'aller voir les garanties des projets avant d'y investir. C'est quand même un sacré matelas de sécurité. Et du coup, on parle des risques du crowdfunding immobilier. Pour quelqu'un qui découvre un peu ce que c'est, est-ce que tu peux nous rappeler les principaux risques? Alors, des risques, il y en a, on peut dire qu'il y en a 3. Ouais. Un, c'est que le rendement n'est pas garanti. Il est contractuel, mais il n'est pas garanti. Par exemple, si on dit que c'est 9% ou 10% pour un investissement qui a un problème sur le projet ou que l'opérateur fait défaut, il peut y avoir une perte. Ouais. On n'est pas sur un livret A avec un rendement garanti, on est sur risque de perte partielle ou totale. Aussi, on a un risque d'illiquidité, je le disais un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir avant le terme du projet. Ouais. Donc il faut attendre 18 mois, donc c'est quand même court, mais on est quand même bloqué, on ne peut pas revendre. Donc, s'il y a du retard, on est bloqué plus longtemps, C'est ça. mais on touche quand même les intérêts continuent de courir. C'est ça, voire même plus, parce que quand nous on cible toujours, on fixe une durée cible, donc 18 mois. Ouais. À partir du moment où ça dépasse 18 mois, donc on est en retard contractuel, parce qu'on autorise le retard, parce qu'on sait que c'est pas une science exacte, donc on met souvent plus 3 mois et moins 3 mois, donc il peut rembourser un peu avant et un peu après. Sauf qu'à partir du moment où il y a un retard, le taux monte de 1 point. Donc si on était à 10, on passe à 11. Ok. Donc on continue d'être payé, oui, et surtout on a un petit peu plus, qui est un petit peu la contrepartie, c'est que le rendement augmente, et du coup l'opérateur lui se dit qu'il faut vraiment qu'il rembourse aussi, parce que ça commence à lui coûter encore plus cher. Chez Baltis, quel est le taux de défaut et de retard? Alors, on n'a pas de défaut aujourd'hui, aucun défaut. Et en retard, on en a un petit peu plus. On en a un petit peu plus, pas chaque jour, mais régulièrement, notamment à cause du contexte actuel qui est à tous les niveaux un peu compliqué. Donc, on doit être entre 8 et 10% de retard, Ok. mais qui sont des retards qui ne sont pas inquiétants du tout. C'est plutôt des retards business où il y a eu un décalage d'1 mois, de 2 semaines, de 2-3 mois. Donc, on n'a aucun retard de plus de 6 mois. Mais potentiellement, il y en aura chez nous et chez les autres, parce que ça fait partie de la vie d'immobilier d'avoir des projets qui se passent un peu moins bien, mais chez tout le monde. Et je pense que le marché au total, c'est à peu près 15% de retard. Ok. Et des défauts, il y a eu un peu plus, je crois, de 4000 projets financés sur toutes les plateformes de crowdfunding depuis le départ. Il y en a 4 où il y a eu un défaut. Ok. Donc la stat est quand même très très faible, hein. Mais ça existe, et je pense que malheureusement, il y en aura quand même cette année des défauts. Ça serait logique, parce que de toute façon, quand tu as du 10% de rendement, il faut s'attendre quand même à un risque. Ouais. Donc ce serait un juste retour aux choses d'avoir un peu de défaut. Et on ne va pas le souhaiter, hein, mais en tout cas, ça serait normal d'avoir un peu de défaut, d'où le fait de diversifier. Évidemment, toujours la même règle, hein, c'est de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça reste la même chose chez nous. Donc diversifier sur plusieurs plateformes, sur plusieurs projets, sur plusieurs typologies d'actifs, du résidentiel, du bureau, de la logistique, sur de la promotion, sur du marchand de biens, sur du Paris, sur du Lille, sur du Bordeaux, et d'investir plusieurs fois, comme ça, si jamais il y en a un où il y a un problème, les autres peuvent compenser. Ouais. Et toutes les plateformes ont l'obligation légale de publier tout leur retard. On peut le retrouver directement sur le site de Baltis, c'est ça? En fait, toutes les plateformes ont adhéré à une association qui s'appelle Finance Participative France, FPF, où il y a une charte de déontologie qu'on a tous signée. Ouais. Et dans cette charte, on s'impose tous de faire l'exercice d'avoir ce qu'on appelle un tableau qui est un indicateur de performance, sur lequel on retrouve tous les chiffres, toutes les statistiques sur le nombre de projets en retard, le nombre de projets remboursés, les taux moyens, la durée moyenne, avec la même charte sur tous les tableaux, qui est mis à jour tous les trimestres. Donc là, fin mars, fin du mois, on va mettre à jour les tableaux, et ce qui permet de suivre évidemment tout ça. Et ensuite, il y a un site agrégateur de données qui s'appelle Hello Crowdfunding, sur lequel on retrouve toutes les statistiques de toutes les plateformes, tous les montants financés, les montants remboursés, avec des petites pastilles de couleurs quand le projet est remboursé à l'heure. En orange, le projet a été remboursé en retard, en rouge, très très en retard, et noir, il y a eu un défaut. Ok. Ça permet d'avoir aussi un aperçu sur qui sont les acteurs et quelles sont leurs statistiques moyennes. Et donc, on évoquait le contexte. On a eu 90% de hausse de montants collectés en 2021, 36% en 2022. Quelles sont les perspectives selon toi pour 2023? Est-ce que tu penses que on va continuer à connaître des hausses de 20%, 30%, ou est-ce qu'il va y avoir un net ralentissement? Ouais, c'est sûr que le marché du crowdfunding est en grosse croissance depuis presque 10 ans.
a quasiment doublé, presque doublé chaque année. Alors ça, c'est un petit peu ralenti, mais en gros, le crowdfunding, c'est 2,5 milliards de collecté. Ouais. Le crowdfunding immobilier, c'est 1,4 milliard. Mmh. Donc c'est quand même la locomotive du crowdfunding. Ouais. Donc c'est une hausse effectivement de 36% sur 2022. Je pense qu'on aura la même hausse sur 2023, entre 30 et 40% de croissance. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit, on explose les chiffres parce que le contexte va être quand même est un peu compliqué et un peu pas anxiogène, mais en tout cas voilà, il peut y avoir quelques turbulences sur cette année, donc Ouais. il va y a quand même avoir de la hausse. Il n'y a pas de nouveaux entrants sur le marché en 2022. C'est important de le dire, c'est qu'il n'y a pas eu de nouveaux acteurs depuis 2 ans maintenant. Ok. Mais ce que je te disais au départ, c'est qu'il y a l'agrément européen qui arrive. Potentiellement, il y a des plateformes européennes qui vont arriver sur le marché français. Donc, c'est des nouveaux acteurs qui vont venir un peu grignoter la part de marché de toutes les plateformes. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir de la hausse, mais aussi des nouveaux acteurs. Donc, après, à nous, plateformes, de bien négocier notre marché français pour ne pas trop se faire dépasser par les plateformes européennes qui viendraient sur notre marché. Là, j'ai les chiffres de janvier à février. Donc en 2022, on avait 215 projets pour un montant total de 205 millions d'euros. Là, cette année, entre janvier et février, on est plus à 139 projets pour 115 millions. Donc on voit quand même un certain ralentissement. Tu parlais du statut européen. Est-ce que tu anticipes une consolidation du secteur? Je sais qu'il y a déjà eu pas mal de mouvements ces dernières années, notamment vous avec Proximia. Est-ce que tu anticipes d'autres consolidations? Est-ce que tu as des insides? Ouais, c'est un marché qui s'est beaucoup consolidé en 2021-2022. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de plateformes indépendantes. Elles sont toutes rattachées à un fonds d'investissement, à un industriel, à des courtiers, à des banques ou à des institutionnels. Donc tout le monde, plus personne n'est indépendant. Certaines plateformes ont été rachetées. Donc effectivement, nous, on a racheté Proximia cet été, là, été 2022. Il y a Razer qui a été racheté par un groupement de courtiers. Okay. Après, il y a Omnity qui a été racheté par Tikeo il y a un peu plus longtemps. Fundimo a été racheté par Adland. Donc toutes maintenant sont plus indépendantes. Et je pense que ça va continuer. Parce qu'aujourd'hui, le marché immobilier, c'est une quinzaine de plateformes actives. On a 5 grosses, 5 moyennes et 5 petites. Donc c'est un marché qui est assez petit en fait en nombre d'acteurs. Et je pense qu'il va y avoir des rapprochements soit entre moyens et petits, soit entre moyens et moyens. Okay. Pour arriver peut-être à une dizaine d'acteurs. Ce qu'on a pas mal entendu parler ces derniers temps de Club Funding. Ouais. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1, largement devant. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il pourrait devenir un acteur européen? Moi, je leur souhaite, en tout cas, parce que même si c'est un concurrent, moi, j'estime qu'ils font beaucoup de bien à l'industrie du crowdfunding et ils font les choses bien. Et je suis assez admiratif de tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Ils ont fait une belle levée de fonds en septembre de 125 millions d'euros auprès de fonds. Alors, il y a une partie en dette, une partie en capital. Ils ont été intégrés dans le Next 40 il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a une belle reconnaissance pour eux, mais aussi pour le marché. Ça veut dire que le crowdfunding immobilier est reconnu et a aussi des belles perspectives parce qu'ils ont intégré ce process. Donc, ils trustent quasiment 30% du marché à eux tout seuls. Okay. Donc, ils sont très, très actifs. Donc, c'est une belle reconnaissance pour le secteur et la profession d'avoir un acteur qui pousse un peu tout le monde, qui est un peu la locomotive. Et on en bénéficie tous un petit peu derrière. Donc, on passe à la dernière partie de cette interview qui est ton volet entrepreneurial. Quand on est rentré en contact avec toi, on est tombé sur ta page LinkedIn et on va dire qu'elle est bien fournie. On a vu beaucoup de lignes de posts. Comment t'es venu cette envie d'entreprendre? L'entrepreneuriat, moi, je m'étais jamais destiné. Enfin, je me pensais pas du tout entrepreneur quand j'étais étudiant ou dans mes premières expériences pro. Et je pense que ça arrive, ça nous tombe dessus. Je pense que bien entreprendre, c'est déjà ne pas chercher une idée, c'est trouver plutôt un problème et ensuite aller chercher une solution. Et pour moi, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ont plutôt essayé de résoudre un problème. Donc, ce que je conseille souvent aux entrepreneurs, c'est ne cherchez pas une idée, c'est regarder dans ce qui marche dans votre entourage, dans votre quotidien, ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est plutôt ça, c'est tombé dessus. Et ensuite, finalement, je suis quelqu'un d'assez créatif, je suis quelqu'un d'assez entreprenant dans le monde perso. Donc ça m'a bien plu. Et ensuite, quand on est dans le monde, dans l'écosystème entrepreneurial, on est très vite sollicité, on rencontre beaucoup de personnes, c'est hyper enrichissant. Et donc, en fait, on continue à entreprendre régulièrement, à faire plein de choses, plein d'initiatives. Et donc, forcément, on est très sollicité et on essaye de répondre au maximum qu'on peut à plein de sollicitations. Et du coup, on a tous effectivement des CV qui grossissent un petit peu parce qu'on est très connecté à l'écosystème et on rend service à des copains entrepreneurs, on donne des cours, on crée des médias, enfin, on fait plein de choses. Parce que quand on est entrepreneur, le champ des possibles, il est un peu illimité. Et du coup, on essaie de faire le plus possible avec le temps qu'on a. Mais du coup, il y a plein d'opportunités qui se créent.
Tu parlais de l'ouverture de ton réseau, donc tu as créé un podcast, c'est ça, Ouais. où tu invites des intervenants. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah ça, c'est né plutôt d'une envie un peu de transmettre. J'ai commencé avant le podcast à commencer à donner beaucoup de cours, Ouais. enfin d'essayer de donner plus de cours que je pouvais, notamment à la Sorbonne, où je donnais des cours de statistiques, des probabilités, parce que quand j'étais étudiant, c'est une matière que j'aimais bien et du coup, je voulais aussi transmettre aux étudiants. Je donne des cours à Cage, je donne des cours à l'ENSMI aussi, donc je donne plusieurs cours juste pour transmettre, rencontrer des étudiants, discuter avec eux, potentiellement même les embaucher pour ceux qui sont bons, mais Ouais. plutôt l'envie de discuter, de transmettre et de me renseigner un petit peu sur la génération qui arrive. Pour ça, j'aime bien être en contact des jeunes. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, comme je rencontrais plein d'entrepreneurs et je trouvais plein d'initiatives super où je discutais avec des gens, je me suis dit, au lieu de discuter, de m'enrichir moi tout seul, autant appuyer sur un bouton pour enregistrer et de partager gratuitement à tout Ouais. le monde mes rencontres ou mes trouvailles. Et du coup, j'ai créé il y a maintenant 1 an et demi un podcast effectivement qui s'appelle Matière Lire. Ok. Et l'objectif, c'était de discuter d'autres choses que d'immobilier. Parce que forcément, Baltis reste immobilier, donc j'étais souvent là pour rencontrer des gens qui, eux aussi, sont dans l'écosystème immobilier. Et du coup, j'ai voulu faire un podcast qui parle de finances personnelles, mais sur toutes les autres classes d'actifs que l'immobilier. Donc, j'ai fait des épisodes sur l'investissement dans le vin, dans les matières premières, dans l'or, dans les NFT, dans les cryptos, dans Ok. les montres, dans les voitures de collection. Donc, plein de sujets différents. Et donc là, je reçois des experts qui sont experts du sujet et passionnés par ce qu'ils font. Ça dure à peu près 1 heure. Et on échange sur, de manière assez curieuse, comment ça marche, quels sont les risques, comment on investit, quelle voiture faut acheter, quelle montre, si je veux acheter du vin, plutôt du Bordeaux, etc. Ouais. Et je le mets en libre diffusion sur Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast. Et les auditeurs en profitent pour découvrir souvent une nouvelle classe d'actifs et potentiellement passer à l'action aussi. Parce qu'à la fin du podcast, c'est toujours, bon, ok, concrètement, si je veux acheter de l'or, comment je fais demain, quoi. Et donc, on donne un peu des pistes pour qu'ils puissent aller passer à l'action s'ils veulent. Ok, super. On mettra le lien en description. Vous pouvez retrouver tout ça. Si tu avais quelques conseils à donner à notre communauté au niveau de l'entrepreneuriat, Ouais. ce serait- Déjà, j'ai un peu parlé de l'idée, c'est plutôt résoudre un problème que trouver une idée. Ça, c'est quand même important dans la démarche. Et ensuite, c'est de très vite s'entourer, surtout quand on crée une boîte seule ou même à deux. Je conseille très souvent, on a tous un réseau, quel que soit, des plus ou moins grands, mais on a tous des gens autour de nous, des amis, de la famille, des voisins, des anciens collègues. On a tous quand même des réseaux autour de nous. Et moi, tout de suite, quand j'ai monté Baltis, j'ai tout de suite créé ce que j'ai appelé un conseil des sages, où j'ai mis 5 personnes dedans, de mon entourage. Donc c'était assez facile, il y avait mon père, il y avait mon parrain, il y avait mon ancien employeur, il y avait un ami qui a monté le pot commun. Donc c'était que des gens de mon entourage. Et je me suis dit, on va se voir tous les trimestres. Et je vais vous faire un petit point de là où j'en suis, les problèmes que je rencontre, les difficultés, ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Et ça m'a permis de pouvoir parler à des experts d'un sujet, Ouais. mais sans que ce soit des actionnaires, par exemple. Donc tu es beaucoup plus libre. Et dans les 5, il y avait un expert de la fiscalité, un expert de l'immobilier, un expert du juridique, un expert de la start-up, enfin de la tech. Et du coup, ils m'ont suivi pendant les 4 premières années. Tous les trimestres, on se voyait. C'était bénévole, hein. On se retrouvait autour d'un dîner, d'un bon dîner. Donc, moi, je leur vendais un bon dîner tous les trimestres. Ouais. Et ils m'ont beaucoup conseillé, donné des idées, des conseils, des recommandations. Ils m'ont ouvert quelques portes aussi. Et je recommande à tout le monde maintenant, de ceux qui lancent leur boîte, faites votre petit conseil des sages. Peut-être pas forcément 5, mais même 3 personnes. Et vous avez forcément 3 personnes dans votre entourage qui ont envie de vous aider, de vous voir régulièrement, de vous challenger. Et vous, ça vous permet aussi de poser des questions assez libres ou peut-être d'aller chercher des idées. Et franchement, c'est assez simple à mettre en place et c'est vraiment enrichissant pour l'entrepreneur. Ok, super intéressant. Et donc, pour conclure l'épisode, on va te demander de résumer les avantages et les inconvénients du crowdfunding immobilier Ouais. rapidement. Les avantages, il y a quand même beaucoup d'avantages, hein. Le premier, c'est le côté digital. Donc, c'est devenu obligatoire maintenant en 2023, mais tout est 100% digital. Il n'y a rien à imprimer, il n'y a pas à se déplacer, on se fait tout depuis son ordi. Ouais. Là, on va lancer en juin une application mobile. Donc, on pourra s'inscrire en prenant en photo sa pièce d'identité, on pourra s'inscrire en ligne, payer en ligne, avoir des notifs. Donc, c'est digital, c'est accessible à partir de 1 000 euros. Par rapport aux autres classes actives, ça reste quand même accessible. C'est du court terme. On disait c'est 15-18 mois en moyenne. Les rendements sont élevés. On peut venir booster son épargne, booster ses investissements assez facilement. Donc ça, c'est vraiment les avantages. Les inconvénients, entre guillemets, c'est que on est bloqué pendant tout le projet. Même si ça reste court, on est quand même bloqué. Il y a un risque de perte. Donc il faut quand même diversifier au maximum les projets. Sur plusieurs projets, comme il y en a toutes les semaines, c'est facile de diversifier. Ouais. Et ensuite, dernier point, on n'en a pas parlé, mais il faut savoir être ponctuel aussi, parce que les collectes partent très très vite. Ok. Quand on lance une collecte le lundi à 14h, à 14h05, il n'y a plus rien. Ok. Il faut se connecter à l'heure.
Donc ça nécessite la semaine de pouvoir se libérer du temps pour se connecter et se brancher à la bonne F5, minute. Exactement. ok. On a fait la dernière fois un projet de 2 millions d'euros en 7 secondes. Donc clairement, tu arrives à 14h01, il n'y avait plus rien. Donc il fallait vraiment être ponctuel, quoi. Donc ça nécessite d'être ponctuel pour l'ouverture des collectes. Et les perspectives de croissance pour Baltis? On en a eu beaucoup déjà en 2022 où ça a été assez riche, hein, notamment avec le rachat de Proximia, le lancement de la partie financement de start-up, private equity qui a un gros volet, la partie gestion privée, on en a parlé. Donc l'idée, c'est de continuer. Moi, j'ai ma vision de l'entrepreneuriat, c'est la vision un peu des produits qu'on vend. Et comme on vend de l'immobilier qui est quand même assez long terme, moi, la boîte Baltis, je la vois comme du long terme. On croit doucement et sûrement. J'ai commencé, j'étais 1, puis on a été 2, puis 3, puis 4, puis 5. On a régulièrement embauché. Là, on a une petite quinzaine maintenant. Donc, c'est de continuer à recruter. Ouais. C'est de sortir notre application mobile parce que je pense que ce sera un super outil en termes d'expérience client pour souscrire et suivre sur ces investissements. Et ensuite, potentiellement, on réfléchit à d'autres produits d'investissement qu'on pourrait sortir au fur et à mesure de l'année. Il y a toute la partie un peu tokenisation qu'on continue à regarder. Donc, on essaie régulièrement de faire des nouveautés pour enrichir la plateforme et enrichir les produits. Et on a une dernière question donc, qu'on pose à tous nos intervenants, sachant qu'on est un média qui s'adresse aux jeunes et qui parle d'investissement en général, donc bourse, immo, crypto. Donc quoi, toi, tu as investi personnellement? Ouais, alors moi, c'est vrai qu'au début, j'investissais vraiment pas. Avant Baltis, j'investissais très très peu parce que je pensais que c'était inaccessible, c'était compliqué. Et finalement, alors aujourd'hui, on a quand même une multitude de solutions pour investir facilement sur des applications, que ce soit en bourse, crypto et autres. Donc moi, ce que j'ai à titre perso, j'ai beaucoup d'immobilier parce que j'ai une vraie appétence, une vraie connaissance, donc c'est plus facile. J'ai ma résidence principale, j'ai un petit investissement locatif à Paris que je gère. Je fais beaucoup de crowdfunding évidemment parce que j'investis à titre perso moi, dans beaucoup de projets qu'on fait. Après ça, je suis pas très tout ce qui est bourse parce que je passe un petit peu sur Trade Republic pour investir, mais plutôt dans des ETF. Là, je voulais investir dans l'eau, donc j'ai investi dans un ETF sur l'eau. Ok. Ensuite, j'ai beaucoup fait de crypto et indirectement beaucoup d'NFT. Ok. Que ce soit sur Sorare, des joueurs de foot, que ce soit sur OpenSea, sur des œuvres d'art plutôt un peu émotionnelles, mais que j'ai gardées pour l'instant. Il y a certaines cartes de Sorare que j'ai revendues, je pense, pile au bon moment. Donc pour l'instant, là, j'ai gardé tous mes NFT, j'ai gardé tous mes cryptos aussi. Et depuis que je fais mes podcasts matériels sur tous les les experts que je rencontre, forcément, j'ai envie d'investir un peu dans tout ce que je vois passer. Donc je commence un petit peu à investir dans du vin où je stocke les bouteilles et j'essaie de ne pas les boire. Dans les montres aussi. J'ai aussi un peu souscrit sur une SCPI qui est dans la santé, qui s'appelle Foncière des praticiens, parce qu'il y avait une verticale très claire sur la santé. Donc je suis plutôt à l'affect, plutôt à l'émotion. Mais j'ai quand même, à mon avis, un bon 2/3 d'immobilier, un quart de financier et le reste un peu plus exotique, où je suis là plutôt pour investir par côté fonctionnel, par plaisir, puis que je suis entre guillemets prêt à perdre, mais en tout cas, on verra ce que ça donnera. Et j'ai aussi effectivement un gros volet, pas trop parlé, mais start-up. Où j'ai investi dans beaucoup de start-up, dans une quinzaine de start-up, que des fintech et des proptech, donc finance et immobilier. Et par contre, je sélectionne. Alors, parce que j'ai bien compris le modèle, je peux être client à titre perso, donc ça c'est important à chaque fois. Et 3, j'essaie de m'impliquer dans chacune des startups. Soit je suis au conseil d'administration, soit je suis au board, soit j'essaie d'être un peu dans le conseil des sages de ces startups-là pour essayer d'apporter mes idées, mon réseau, mes contacts ou de manière gratuite pour essayer de les développer. Donc j'ai investi dans une quinzaine, j'en ai 2 où je suis sorti déjà, puis, avec des sorties positives. Donc j'essaie tous les 3-4 fois par an d'investir dans des startups immobilier et finance. Ok. Et ça marche. Et puis c'est une aventure qui est hyper sympa d'être aux côtés d'entrepreneurs et de suivre les entrepreneurs. Ça fait des journées bien remplies. Ça fait des journées bien remplies. Heureusement, j'ai pas besoin de trop de sommeil. Donc j'arrive à bien m'organiser. Mais comme tout se fait avec passion, avec plaisir, en fait, j'ai pas l'impression de bosser quand je suis chez Baltis ou quand j'investis dans les startups ou quand je fais des podcasts, c'est que du plaisir. Donc je compte pas. Ok, super. Bon, on va finir cette interview là-dessus. Merci à toi. Merci à toi d'avoir reçu. C'était une sacrée expérience. Merci beaucoup. Ouais. Et puis bravo pour cette belle communauté que je suis maintenant. Et il y a plein de sujets enrichissants déjà. Et je pense qu'il y en a pas mal dans les cartons chez vous. Donc c'est ça. Je vais suivre ça aussi. Donc comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens qu'on a mentionnés dans la description. Et merci encore à toi. Merci.